Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Morning Meeting. Vincent Gann pour vous retrouver ce matin dans un marché qui bouge avec un taux de change euro-dollar qui à l'instant vient de basculer sous les 1,06. Pardonnez-moi, un CAC 40 qui approche les 5000 points et de manière générale les actions européennes qui continuent de bénéficier d'un arbitrage géographique extrêmement marqué puisque ces actions européennes ont résisté à la correction qui s'est mise en place sur les indices américains mais aussi le marché actions britannique. Je vais revenir sur ces marchés actions européens, notamment sur l'analyse technique intraday de l'indice CAC 40. L'euro-dollar est donc toujours ce couteau qui tombe suite à la conférence de presse qu'a donné ce matin Mario Draghi. Je vais revenir sur d'autres éléments fondamentaux que le marché surveille aujourd'hui. Ce soir, je vous rappelle, décision de politique monétaire de la Banque Réserve de Nouvelle-Zélande, bon concrètement la Banque Centrale de Nouvelle-Zélande, avec des stratégies toujours de vente sur le dollar néo-zélandais, essentiellement du côté du NZD-USD ou encore du GBP-NZD. Je vais vous reparler de ces paires de devises et je reviendrai plus largement dessus cet après-midi dans l'émission Wall Street Insider, puisque le calendrier économique cet après-midi est globalement assez léger. Ça se réveille réellement à partir de demain avec la publication des ventes au détail aux États-Unis. Il y a cependant cet après-midi des éléments à suivre, notamment les stocks de pétrole. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal durant mon introduction, mais pas seulement. Alors, c'est une journée sur laquelle le marché a commencé par se concentrer sur des statistiques chinoises. Alors bon, ce sont des éléments peut-être que vous ne suivez pas réellement puisque ces chiffres sont publiés durant la session asiatique et durant la nuit en France. Cependant, il y avait des indicateurs économiques importants à suivre en Chine, la production industrielle et les ventes au détail, avec pour ces deux agrégats une croissance, mais inférieure au consensus. Je reviendrai sur l'analyse technique de la paire de devises USD-CNH, le cours de la monnaie chinoise cotée à Hong Kong. C'est finalement le seul actif qu'on vous propose en lien avec ces statistiques économiques chinoises. Ce mercredi 11 mars verra aussi la publication des stress tests qualitatifs de la Réserve fédérale des États-Unis. Donc ça, ce sont aussi des éléments qui sont attendus. D'autre part, le marché commence à se focaliser sur la prochaine réunion de la Réserve fédérale des États-Unis qui a lieu le 18 mars prochain et attend avec impatience le communiqué de presse de la Fed suite au très bon rapport NFP, et le marché se demande si finalement la Fed va abandonner son traditionnel message de patience sur la remontée des taux. Nous avons vu notamment à travers les contrats futurs sur le CME ou encore le consensus des économistes que la proximité temporelle pour une première remontée des taux aux États-Unis s'est rapprochée. Alors, le dollar américain reste justement dans une tendance haussière ferme. Je vais aussi revenir sur l'analyse technique des marchés actions américains qui ont corrigé le SP500, le Dow Jones, le Nasdaq 100, j'en reparlerai cet après-midi, sans bouleverser la tendance haussière sur les marchés actions européens. Voilà, je pense que le son, l'image fonctionne correctement, c'est ce que me confirme le participant Gilles79. Vincent Gann, donc pour vous retrouver ce matin et puis cet après-midi, bienvenue. Parlons peu, parlons bien et commençons par l'indice CAC 40. Je vous rappelle que ce soir, vous avez un webinaire à 18 h sur l'indicateur technique RSI qu'on utilise beaucoup et sur les divergences, alors qu'elles soient standards ou cachées. Il y avait une divergence haussière cachée ici sur l'indice CAC 40. Alors, pardonnez-moi, la gorge légèrement rouée. On reviendra sur l'aspect théorique réellement ce soir avec Adriane qui vous expliquera le principe. Mais concrètement, c'est ce que vous pouvez constater ici sur l'indice CAC 40. Que se passait-il? Que s'est-il passé? Il y avait deux lignes de tendance haussière à surveiller sur le CAC 40. Donc une combinaison de lignes de tendance haussière. D'une part, celle qui relie les bougies japonaises et le creux du 9 février et du 17 février. Et surtout, vous aviez une seconde ligne de tendance haussière qui attrape le creux du 23 février et le creux du 4 mars, et elles se rejoignaient toutes les deux aux alentours des 4870 points. D'autre part, lorsque les prix du CAC 40 sont tombés à 4870 points, vous aviez ici un nouveau point bas sur l'indicateur technique RSI en intraday, ici, sur les bougies japonaises 4 heures, ou en cours de clôture H4, que vous ne retrouvez pas sur les prix. Bref, ce processus ici sur le RSI intraday soutenait le fait que le marché parisien pouvait tenir justement les 4870 points et cette ligne de tendance haussière. Le CAC à 5000, c'était pas pour la semaine dernière, c'est probablement pour cette semaine, peut-être pour aujourd'hui, je ne sais pas. En tout cas, le marché rebondit fermement sur ce support à 4870 points. Ce qui est plutôt sympathique, c'est que Wall Street a consolidé sans nuire finalement aux marchés actions européens qui ont simplement fait un range.
Je regardais tout à l'heure l'indice Eurostoxx 50 qui rebondit à proximité de la moyenne mobile à 20 jours. J'ai essayé sur le site internet de vous proposer un article qui s'appelle Indice boursier, la configuration graphique des indices en euros et en yens reste plus attractive que les indices boursiers en livres sterling et en dollars. Alors il n'y a pas uniquement l'effet change, mais finalement c'est ce qu'on constate. L'Eurostoxx 50 depuis la semaine dernière faisait un range au-dessus des 3530 points. Il reçoit maintenant le soutien de la moyenne mobile à 20 jours, tout comme le CAC. Le FTSE, j'en reparlerai, lui, a rejeté sous ses sommets historiques. Les marchés actions US ont enregistré plusieurs séances de consolidation, mais généralement, lorsque Wall Street consolide 3 ou 4 séances d'affilée, ça ne dure pas bien longtemps, donc je pense que même Wall Street arrivera bientôt en zone de support, et je surveille notamment les 18 300 points sur le Nikkei pour les actions japonaises. Alors, ça, ce sont des éléments importants. Le fait que Wall Street revienne sur support après avoir corrigé, ça autorise justement un redémarrage sur les actions européennes. Donc le CAC 40 rebondit sur les 4870 points. Je pense qu'aujourd'hui on va retester les récents points hauts. Donc c'est la résistance à... Alors pourquoi... Ah oui non, c'est une extension à 4991. Nous pourrions voir, alors je ne sais pas si on va le voir aujourd'hui, mais on a quand même une divergence haussière cachée qui agit fortement là. Je ne serais pas choqué finalement de voir les 5000 points cette semaine, peut-être aujourd'hui, on verra bien. Il n'y a pas aujourd'hui de statistiques qui pourraient finalement mettre fin à cette reprise, donc voilà, pourquoi pas. Aujourd'hui, voir le CAC 40 remonter à 5000. Il était sur support ce matin, il était sur support hier en fin de session, désormais il n'est plus et on approchera donc des 4990. Donc les marchés actions européens, vous l'avez compris, tiennent plutôt bien. Lorsque je reviens maintenant sur l'analyse technique du DAX, et j'utilise ici un indicateur technique que je n'ai pas réellement l'habitude d'utiliser, c'est davantage notre experte Karen Pelloual sur le sujet qui propose ce type d'analyse, ou encore vous êtes nombreux à utiliser cet indicateur technique Ishimoku, notamment dans le forum. Mais justement, hier, parmi vous, quelqu'un avait souligné, et je crois que c'est Ludovic, la présence en données 4 heures de la Kijun, ici, sur le DAX, qui permettait d'attraper un support à 11 400 points. Le DAX réalise aujourd'hui de nouveaux sommets historiques, cassure de la résistance à 11 600 points, et file en direction d'un objectif plusieurs fois évoqué à 12 000 points. Donc, je pense que le DAX rejoindra bientôt les 12 000 points. Et ici, nous avons donc finalement un signal d'achat ce matin, la cassure des 11 600 points avec un marché action allemand qui repart donc vers de nouveaux sommets. Donc tout va bien, j'ai envie de dire, du côté de la dynamique des actions européennes. Le MIB et l'IBEX étaient positionnés sous leur sommet l'année 2014. Il y a eu une temporisation de 3 séances, c'est désormais révolu. Le MIB et l'IBEX réalisent, à confirmer ce soir en clôture, une cassure haussière des sommets de 2014. C'est ce que nous avions anticipé, pas forcément dans l'immédiat. Pour être complètement honnête, j'anticipais que le MIB pouvait rester quand même quelques séances sous les 22 553 points. Et finalement, il y a un attrait presque euphorique pour ces actions européennes qui fait que eh bien, le marché se repositionne immédiatement. Donc en l'état, il faut réellement confirmer ça ce soir. Il ne faut pas s'emballer. Mais là, le MIB est en train de réaliser une cassure haussière des 22 553 points, les sommets l'année 2014. Et si cela se confirme, eh bien, en clôture ce soir journalière, ce serait donc un signal d'achat sur le MIB pour viser les sommets de 2011 qui s'établissent à 23 260 points. Mais en fait, de manière générale, ça permettrait de viser les 24 500 points sur le MIB cette année, qui sont les sommets de l'année 2009. Donc ça, clairement, surveillez-le, celui-là, parce qu'il est propre en analyse technique, tout comme l'IBEX. Ne vous précipitez pas. L'idée, c'est quoi? D'attendre une confirmation en clôture de la cassure des sommets de 2014 et plus tard exploiter un pullback pour utiliser ce niveau de support, donc dans le sens de la tendance. Donc sur les actions européennes, il y a un redémarrage de la tendance haussière plus précoce qu'anticipé. De mon côté, j'attendais au moins une semaine de consolidation, ça a duré 2 jours. Voilà, c'est comme ça, ça redémarre plus vite. Et c'est vrai que la divergence haussière cachée sur le CAC était quelque chose plutôt sympathique. Cette divergence haussière cachée existait aussi sur l'indice Eurostoxx 50.
en utilisant aussi les bougies, les cours de clôture en données 4 heures. Voilà, c'est ce phénomène-là. Vous aviez ici un creux en dessous du creux précédent sur le RSI H4 de l'Eurostoxx 50, non confirmé par les cours de clôture ici intraday de l'Eurostoxx 50, qui lui aussi rebondit à proximité donc à la fois d'une ligne de tendance haussière et de la moyenne mobile à 20 jours. Et je pense qu'aujourd'hui l'Eurostoxx 50, on verra, mais devrait être en mesure de casser les 3635 points et de continuer d'avancer dans le sens de la tendance, surtout lorsque je vois que le DAX, qui généralement est précurseur et en avance, lui a déjà donné un signal positif ce matin sur ses bougies japonaises en données 4 heures. Voilà donc pour les actions européennes. Maintenant, en ce qui concerne l'euro-dollar, c'est donc ce fameux couteau qui tombe, qui ne s'arrête pas. C'est la partie EUR ce matin qui est pénalisée par la conférence de presse de Mario Draghi, avec finalement des cours qui tombent vers la parité de manière plus rapide que prévu, enfin que prévu, qu'attendu par la majorité du consensus. Et finalement, plus la majorité du consensus ne croit pas à un scénario de parité sur le court terme, plus ce scénario a des chances de se produire. C'est toujours un peu cette approche contrarienne des marchés financiers. Je jetais un œil justement au positionnement des traders particuliers chez FXECM dans le monde. À mesure que le taux de change euro-dollar baisse, le pourcentage de clients à l'achat n'explose pas à la hausse, il faut être honnête, mais se renforce. Il a notamment basculé depuis hier de 48 à 49%. Donc, on ne peut pas dire que la majorité des clients FXECM achètent cette baisse de l'euro-dollar, mais qu'une bonne moitié, quand même, continue de se positionner à l'achat sur le taux de change euro-dollar. Donc, ce consensus est basé sur les ordres qui sont envoyés dans le marché, d'accord, et pas sur leur valeur, monétaire. Donc l'euro-dollar, lui, continue de se replier. On sait que sur des graphiques de long terme, il y a une zone importante entre 1,05 et 1,07. Mais en utilisant aussi les graphiques intraday en données 4 heures, on a toujours cette toute première résistance qui couvre les cours depuis le 5 mars et qui finalement a été testée pour la dernière fois hier, le 10 mars, lorsque les cours ont rebondi à 1,0790. Et depuis, bon bah voilà, ça chute. Donc un jour, il y aura un vrai rebond, mais bon, pour l'instant, le signal n'est pas donné. Et la toute première résistance, elle se situe désormais ici, sur les 1,0666, ici, sur la paire euro-dollar, qui continue donc de s'effriter sur le marché d'échange. Le dollar US, forcément, ici calculé selon notre indice Dow Jones FXM Dollar Index, établit aujourd'hui de nouveaux sommets et cote actuellement 12 072 points. Le dollar américain, de manière générale, se renforce et pas uniquement face à l'euro. L'AUD USD a donné un signal négatif en cassant cette ligne de tendance haussière. Il a donné un signal baissier le 9 mars. Il a du mal à s'éloigner de ce niveau ici des 0,7625. Mais en fait, le cours de clôture, regardez, se situait là. Donc voilà, la première résistance désormais sur l'AUD USD, elle se situe ici, sur ce cours de clôture. Le marché reste en position dessous, donc voilà, tant qu'on se maintient sous les 0,7647, il y a un potentiel pour davantage de baisse. Bon, quand bien même, on a l'impression qu'ici qu'on a des débuts de contradiction positive de momentum. Bon, bah ça n'empêche pas ce marché finalement de continuer de glisser vers de nouveaux plus bas. Le NZD USD, c'est toujours important d'avoir un œil sur le NZD USD parce que ce soir on attend une décision de politique monétaire de la RBNZ. Le marché semble croire que ce qui sera produit ce soir par la Banque centrale de Nouvelle-Zélande sera plutôt baissier pour le NZD. Le NZD USD a réalisé, je vous rappelle, un double top sous les 0,76 qui était une résistance horizontale. C'était vraiment là de l'analyse technique, résistance horizontale. Il y avait deux possibilités d'adopter une stratégie de vente assez nette ici sur le NZD USD qui depuis ne provoque que des signaux techniques négatifs, cassure des 0,75 pullback, cassure des 0,7420, nouvelle cassure hier des 0,7320 suivi d'un pullback assez bon. On a fait 0,7313 en rebond et depuis ça glisse. Donc moi je ne serais pas surpris finalement que le marché avec la RBNZ tombe à 0,7180
il ne faut pas anticiper, hein. Finalement, personne ne peut anticiper l'impact de ce que va produire ce soir la Banque centrale de Nouvelle-Zélande. On peut partir du principe que ce sera plutôt un facteur de baisse. On peut surtout aussi partir du principe que ça va élargir les spreads. Il y aura de la volatilité, il ne faut pas l'ignorer ça. Donc ça, c'est plutôt en ce qui concerne vos stratégies de trading ou vos positions ouvertes. Il faut être méfiant de ce point de vue-là. Mais au fond, voir demain le NZD-USD basculer sous les 0,7180 et rejoindre, il y a un niveau important à surveiller qui se situe à 0,69. Et je pense que ça, c'est quelque chose que pourrait rejoindre le NZD-USD si un signal était donné en cassure des 0,7185. Bon, en tout cas, sur le court terme, et d'ici ce soir, le marché se maintient sous les 0,7320, c'est la première résistance, et pourrait tout à fait aller chercher les 0,7180 d'ici ce soir. Du côté des paires majeures USD-CAD et USD-Yen, je vais revenir dessus. USD-CAD et USD-Yen, je les trouve assez similaires du point de vue de l'analyse technique. Ce sont deux paires de devises qui sont récemment sorties par le haut de range qui s'est été établi au mois de février. L'USD-CAD a donné un signal positif vendredi dernier, donc en s'appuyant sur des fondamentaux qui est le très bon rapport NFP publié aux États-Unis au titre du mois de février. On a donné un signal technique positif en franchissant les 1,26. Depuis, la progression se poursuit. On a franchi récemment les 1,2620 qui sont désormais un nouveau support. Et on teste désormais les 1,2696, donc c'est ce point-là. C'est ce niveau de prix-là. C'est une résistance, elle est intermédiaire. Je pense qu'elle sera de toute façon franchie. Ce niveau des 1,2697, bon 1,27 en gros. Voilà, sur le court terme on est toujours soutenu par cette oblique haussière et cette semaine, avec par exemple des ventes au détail qui seraient solides, on peut envisager l'USD-CAD atteindre les 1,28, voire franchir les 1,28. Voire franchir les 1,28 avant le 18 mars prochain et le prochain rendez-vous monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis. Donc restons dans la tendance ici sur l'USD-CAD et je pense qu'il faut continuer d'exploiter les niveaux de support pour aller vers de nouveaux plus hauts. Voilà. L'USD-Yen. Alors l'USD-Yen, première tentative de cassure des 121,85 qui n'a pas fonctionné, mais admettons quand même la résilience de ce marché. On a fait une première tentative de cassure des 121,85. J'estimais qu'il s'agissait d'une première tentative, mais voilà, qu'il y en aura une seconde qui pourra fonctionner. Je conserve une anticipation positive tant que ce marché, ce cross, se maintient au-dessus des 120,45, 120,50 ici sur l'USD-Yen. Et il est tout à fait possible d'envisager la cassure haussière des 121,84 et rejoindre à terme les 124-125. Notamment depuis que le marché a pris connaissance des chiffres de la croissance économique au Japon au 4e trimestre, qui sont positifs, mais en retrait du consensus, ce qui continue d'alimenter le fait que la Banque centrale du Japon fera son possible pour entretenir le processus de baisse du yen japonais sur le FX. Et si je devais faire un parallèle actuellement entre deux zones monétaires, je n'hésiterais pas à faire le parallèle entre la zone euro et la zone yen, avec beaucoup d'éléments comparables. Les monnaies chutent sur le FX, ces deux zones bénéficient de la baisse du prix du pétrole parce qu'elles en sont fortement importatrices. Et enfin, ces deux zones bénéficient d'un attrait pour leur marché action, avec, je pense, toujours des stratégies à privilégier dans le sens de la tendance haussière, à la fois sur les actions européennes, mais aussi les actions japonaises. Alors, justement, je viens de vous parler de l'USD-Yen et une anticipation toujours positive au-dessus des 120,50. Laissez-moi revenir sur le Nikkei. Le Nikkei, je vais pour ça vous montrer un graphique en données journalières. Ensuite, je vais vous parler du Bund et notamment le fait que lorsque vous étudiez les contrats futurs, le contrat futur Bund, on est déjà sur des nouveaux sommets historiques. Donc je vais vous montrer. Alors d'abord, je vous montre le Nikkei. Ensuite, on regardera d'autres actifs. Les autres paires de devises, c'est quelque chose que j'évoquerai cet après-midi dans l'émission Wall Street Insider, donc je pense que là je vais davantage répondre à vos questions. Et on essaiera cet après-midi d'avoir un focus sur GBP NZD, NZD USD et Euro NZD, des paires de devises qui seront influencées donc par la décision de politique monétaire qui aura lieu ce soir.
En données journalières, justement, le graphique de l'USD Yen m'intéresse beaucoup. On a eu hier un chandelier qui potentiellement pouvait être négatif, mais regardez tout de suite le chandelier journalier du jour, certes pas clôturé, mais quand même c'est bien parti, de l'USD Yen, qui vous dit simplement que le signal, l'alerte négative qui était donnée hier n'a pas entraîné la cassure d'un support. On peut donc envisager cette semaine de nouveaux sommets sur l'USD Yen. Bon, le signal n'est pas donné, mais c'est quelque chose qu'on peut envisager et que je continue d'envisager. D'autant plus que je pense que le Nikkei reviendra bientôt en zone de support et je continue d'insister sur le fait que les 18 300 points, qui sont le précédent sommet de l'année 2007, constituent un bon niveau sur le Nikkei 225 pour envisager cette année une hausse en direction des 19 300 points et des 20 000 points. Donc je continue de mettre en avant ce niveau des 18 300 points sur le Nikkei pour envisager davantage de progression. Alors, il y a un arbitrage géographique assez net en faveur des actions européennes et en défaveur de certains autres marchés. Pour des stratégies négatives, ça c'est quelque chose dont nous vous avions parlé. Il y avait donc la possibilité d'utiliser le sommet historique du FTSE 100. D'ailleurs, la livre sterling reste une monnaie forte sur le marché des changes. C'est ce que vous montre, c'est ce que vous a montré ce matin Adriane à travers l'étude technique du GBP Index. La livre sterling en tant qu'indice de devise se renforce de manière générale. Certes, elle s'est dépréciée face au dollar US, mais elle a quand même tendance à se stabiliser au-dessus des 1,50. Par contre, face à toutes les autres monnaies, le dollar australien, le dollar néo-zélandais, le yen, l'euro, elle se renforce. Et regardez l'euro GBP qui glisse aussi comme un couteau qui tombe. Donc forcément, voilà un aspect monétaire qui nuit à la livre sterling, au FTSE, qui lui n'a pas réussi pour le moment à franchir les 6950 points. Les 6950 points qui sont le sommet de l'année 2000, 2000, voilà, et on est resté en dessous. Donc voilà, ça fait quand même partie des indices qui, même si cette année on peut envisager un jour la cassure des sommets historiques, restent pour le moment couverts par les 6950 points. Ça c'est le FTSE, c'est les actions britanniques. Regardez l'Eurostoxx 50, c'est quand même pas la même tête. Ça n'a même, on a l'impression, ça n'a rien à voir quoi, du point de vue de l'analyse graphique, lorsqu'on reste exprimer ces indices dans leur devise domestique. Donc voilà, il y a quand même quelque chose d'assez marqué depuis le début de l'année. On pouvait s'attendre à des arbitrages géographiques, mais à ce point, il faut quand même admettre que c'est quand même assez incroyable. Le graphique journalier de l'USD CAD laisse aussi présager cette semaine ou la semaine prochaine de nouveaux sommets annuels. Je pense que l'USD CAD va déjà dépasser les 1,28. Et puis honnêtement, voilà, je pense qu'on a donné un signal technique positif vendredi dernier, et je ne serais pas surpris que ce marché aille vers de nouveaux plus hauts avant le prochain rendez-vous de la Fed. Donc mi-mars, aux alentours je crois que c'est le 18 mars, bon, à vérifier. Je vais vérifier tout de suite, mais le prochain rendez-vous de la réserve, il est très attendu voilà, c'est le 18 mars, me confirme Adriane. Elle est très attendue, je pense, cette réunion de la Fed du 18 mars, parce que voilà, les anticipations vis-à-vis des taux de la Fed sur le marché, on voit qu'elles ont évolué, que vous regardiez les contrats futurs ou le consensus des économistes. Forcément, maintenant, il va falloir que le communiqué de presse de la Fed valide un peu ces nouvelles anticipations. Donc, voilà, il faudra, d'ici 18 mars, on peut s'attendre à davantage de progression du dollar américain. Le jour J, tout dépendra du communiqué. Bon, on aura le temps d'en reparler d'ici la semaine prochaine, de toute façon, d'ici le mercredi 18 mars. Alors maintenant, en ce qui concerne le Bund, nous vous avons proposé en début de semaine un article mettant en avant le fait que le support des 156 avait une bonne probabilité de relancer la dynamique haussière. Je dois admettre que la représentation graphique de notre CFD est trompeuse parce qu'elle ne corrige pas l'effet de l'échéance. C'est dommage parce que regardez ici ce chandelier du 6 mars
ce chandelier de septembre 2014 ou encore ce chandelier de la semaine dernière bouleverse un peu l'analyse technique. Et je vous montre ici la représentation graphique du contrat Eurobund futur sur la place Eurex. Et le Bund réalise de nouveaux sommets, donne un signal d'achat en réalisant une cassure haussière du niveau des 157,50. Donc c'est toujours ça qui est un peu, je dirais, difficile avec notre graphique. Mais dites-vous bien que le Bund fait donc des nouveaux sommets historiques et que vous pouvez ignorer finalement graphiquement ce chandelier du 6 mars et considérer que la tendance haussière est toujours là sur ce contrat. Alors, en données journalières, concrètement, c'était les seuls marchés sur lesquels je souhaitais revenir. Le S&P 500 pourrait se stabiliser sur les 2040 points. C'est quelque chose que je surveille. Moi, sur ce marché, je reste hyper positif à terme, au-dessus de ce qu'on pourrait appeler une zone d'accumulation entre 1970 et 2000 points. Mais je ne suis pas certain que le SP500 tombe jusque-là. Il y a un support à 2022 points qui me paraît solide. Il y a un support à 2040. C'est pas évident. Il y a ce niveau aussi là sur les 17 060 sur le Dow Jones. Et enfin, lorsque j'étudie le Nasdaq 100, eh bien, on peut envisager sur le Nasdaq 100, vous avez le précédent top en clôture à 4338. Donc 4338, c'est le précédent sommet annuel. Attendez, je vais le remettre. 4338, le précédent sommet en cours de clôture, voilà. Donc voilà, le Nasdaq 100, il est positionné sur 4338. Forcément, c'est pas le marché action qui surperforme, mais j'aurais tendance à dire que le Nasdaq 100 pourrait rebondir sur son précédent sommet l'année 2014 et à 4338 points. En tout cas, voilà, c'est un niveau de support ici susceptible de provoquer une réaction. Alors, je repasse sur les graphiques intraday, je vais répondre à vos questions. Il faudra aussi qu'on envisage le dollar néo-zélandais. Alors, donc commentaire de Ludo, c'est parti. La Kijun H4 ainsi que la Lagging Span nous ont bien donné l'information que la Souvaka dont je parlais hier n'a toujours pas commencé. Donc voilà, c'est un commentaire que nous propose Ludo, montrant finalement le fait que nous sommes toujours dans un temps 3 d'expansion sur le DAX. Donc ce marché peut peut-être prolonger jusqu'à 12 000 points avant d'engager cette fameuse vague 4 de consolidation, étant donné que justement le DAX hier a tenu la Kijun H4 à 11 400 points. Donc ça reste bullish sur le DAX qui donne un signal technique positif là en réalisant une cassure des 11 585, des 11 600. Donc voilà, c'est haussier. Alors question de MF, bonjour, sur le S&P 500. Est-ce que le S&P 500 peut rebondir vers les 2090 points? Alors, je pense que c'est possible. Le SP500 commence à être un peu survendu en H4 ici. Mais en même temps, lorsque je regarde le SP500 ou le Dow, je ne sais pas en fait si on a déjà fait un point bas. C'est très perturbant de voir le DAX, les actions européennes, casser des résistances. J'aurais tendance à dire que le Nasdaq 100 est sur support. Et oui, les marchés actions US, ils corrigent jamais très longtemps. Ils ont corrigé, ça fait depuis le 25 février qu'ils corrigent. Pourquoi pas voir les marchés actions US redémarrer à la hausse. Ce qui serait un signal technique positif sur le SP500, ce serait de refranchir les 2067 points. Bon, voilà, 2040, ça peut peut-être tenir, mais bon, pourquoi pas. C'est envisageable, quoi. Alors bonjour, alors question intéressante d'Aurélien. Vu la faiblesse de l'euro, est-il envisageable d'avoir une stratégie à l'achat sur une paire en euros et notamment sur l'euro-yen? Alors votre question, elle a un vrai sens parce que le yen partage aussi le statut de monnaie faible sur le marché d'échange, mais
entre le yen et l'euro, quelle est la monnaie la plus faible? L'euro-yen donne la réponse. Voilà. Alors clairement, c'est l'euro, il n'y a pas photo. Le yen est quand même une monnaie globalement faible sur le FX, mais l'euro l'est encore plus. Et d'ailleurs, lorsqu'on pratique l'analyse technique sur l'euro-yen, on a eu un signal technique négatif à la cassure de ce cours de clôture, ici à la cassure des 131. Nouveau signal technique positif à la cassure des 130.14. Et là, l'euro-yen, bah écoutez, moi j'aurais tendance à dire que sous les 130 yens, les perspectives sont à une baisse en direction des 127,90 et des 125. Donc forcément, c'est pas la paire de devises sur laquelle on a envie de chercher des stratégies de vente en priorité, mais j'aurais du mal à recommander une stratégie positive. On a certes, alors vous parlez d'un support de long terme, n'hésitez pas à proposer un graphique pour qu'on puisse l'envisager sur l'euro-yen. Mais moi je regarde ici un graphique de long terme sur l'euro-yen. J'ai finalement pas grand chose qui me dit que la baisse pourrait s'arrêter avant les 125. Donc voilà, ça reste baissier et la première résistance se trouve à 130.14. Alors bonjour Victor, pourquoi FXM ne propose pas de traiter les contrats futurs? Eh bien bon, pour le moment en effet non. Prochaine étape, les CFD sur action. Mais voilà, on essaye, ça prend toujours du temps, donc mois après mois, on renforce un peu les produits qu'on vous propose. Bonjour Chrisou, y a-t-il une possibilité d'un double top sur le CAC 40? Écoutez, prenez le DAX. Le DAX a déjà dépassé ses sommets du 9 mars. Le DAX est généralement en avance. Je pense que ce serait, un mauvais choix de vouloir s'enfermer dans l'anticipation d'un double top sur le CAC, pour tout un tas de raisons techniques d'ailleurs. Certes, le CAC va bientôt retester les 4990. Il y aura peut-être une première réaction initiale, mais par rapport à beaucoup d'éléments, qu'ils soient sur des graphiques journaliers ou intraday, j'aurais tendance à penser que le CAC sera en mesure de dépasser la résistance et de rejoindre 5000 points et 5080 points. On verra. Alors Gilbert me demande quel est le niveau de corrélation entre la tendance du dollar américain et le SP500. Bah, vous pouvez étudier des tables de corrélation pour ça. Bah là je pourrais pas vous livrer comme ça en l'état un chiffre. Oui, nous vous proposons un SSI pour l'indice S&P 500. Alors, les données de notre SSI sont consultables 2 fois par jour dans notre rubrique DailyFX+. Pour accéder à DailyFX+, vous devez soit être client chez FXECM, soit avoir un compte, soit demander des comptes, des accès d'essai. Et pour ça, vous vous rendez dans la section DailyFX+, vous vous enregistrez et vous allez recevoir automatiquement par email des codes d'accès pour tester le service DailyFX+. Mais oui, on vous propose un SSI pour le SP500. Et autant vous dire qu'il a été longtemps largement vendeur, ce qui permettait justement de comprendre au fond pourquoi le SP500 continuait de progresser. Alors, est-ce que je peux proposer une analyse technique sur le GBP AUD? Donc oui, je peux proposer une analyse technique sur le GBP AUD. Le GBP AUD a effectué la semaine dernière un pullback sur les 1,93 qui sont un niveau de support horizontal en données journalières. Depuis, le GBP AUD donne des signaux techniques positifs, cassure des 1,9630, refranchissement de la moyenne mobile à 20 jours. Sur le très court terme, le GBP AUD est enfermé entre les 1,97 moyenne mobile à 20 jours et cette oblique de tendance baissière en place depuis le 24 février. Il faut désormais franchir les 1,9850. Je pense, et notez bien, que si le GBP AUD franchit les 1,9850, c'est pour dépasser derrière les deux. Donc, il faut surveiller ça sur le GBP AUD. C'est une résistance qui n'est pas franchie. Mais le jour où GBP AUD franchira les 1,9850, autant vous dire que j'anticiperai
le franchissement des 2 dollars australiens. Voilà. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut surveiller, la résistance des 1,9850 que je vois davantage comme un seuil d'accélération haussière. Et la MM20 et les 1,9720 peuvent être utilisés en tant que support pour des stratégies positives. Alors, qu'est-ce que je pense du pétrole? Alors, je pense que ces marchés se sont stabilisés en février, qu'ils sont sous pression depuis vendredi dernier comme de nombreuses matières premières, mais pas toutes, mais depuis vendredi dernier avec les nouveaux sommets du dollar américain, donc depuis le 6 mars, les contrats de pétrole sont aussi sous pression. Par contre, sur le court terme, le Brent teste une ligne de tendance haussière en place depuis le mi-janvier. Je surveille aussi ce que fait le RSI H4 du Brent. Bon, il n'y a rien d'actif, c'est potentiel. Mais sur le court terme, j'aurais tendance, si vous étiez vendeur sur les pétroles, à prendre des bénéfices parce que le Brent teste cette ligne de tendance et le WTI revient au contact de la partie basse de son range. C'est important parce que cet après-midi, nouvelle publication des stocks de pétrole aux États-Unis, donc l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole. Donc voilà, on pourrait envisager cet après-midi une réaction des pétroles du WTI sur les 47,75 et du Brent sur cette ligne de tendance haussière. Bon, on a une contradiction qui est uniquement potentielle. Il n'y a absolument pas de divergence haussière intraday active sur le Brent. Ce qui la rendrait active, ce serait de refranchir le niveau des 30. D'accord? Mais en tout cas, voilà. Attention à cette ligne de tendance haussière susceptible de créer une phase de reprise ici sur le WTI. Les métaux précieux sont sous pression sous l'impact du renforcement de l'USD, mais pas seulement. L'analyse technique, et nous étions ensemble vendredi dernier dans le morning meeting, a donné un signal technique vendeur sans appel à la cassure des 1195 $. Hier, il y avait une contradiction positive de momentum qui permettait d'envisager une reprise en direction de la première résistance à 1195, mais c'est un marché qui est trop faible et qui s'est contenté de rebondir à 1170 $. On avait d'ailleurs ici une configuration en chandelier japonais qui s'appelle la couverture en nuage noir, redonnant très rapidement d'ailleurs au niveau des 1163,60 le statut de résistance. Clairement, les métaux précieux sont baissiers, pourraient l'être davantage cette année. D'une certaine façon, l'once d'or est un actif qui est au bord du gouffre, et qu'ici dollar US devait rester aussi fort, et qu'ici l'arbitrage géographique en faveur des actions européennes devait rester aussi fort, eh bien pourrait tomber à 1000 $ cette année. Faut pas l'exclure. Donc, il faut, je pense, continuer d'exploiter les résistances pour des stratégies de vente. Et je pense toujours que le marché peut rejoindre les 1142 et les 1141. Sur le très court terme, nous avons probablement désormais sur l'once d'or ce canal de baisse à faible pente. Voilà. Quelque chose que je surveille ici sur l'once d'or. L'argent métal, c'est encore plus propre, puisque l'argent métal a donné vendredi dernier un signal de vente à la cassure des 16,03, engageant la nouvelle cible des 15,50. Bon, je pense que l'argent ira chercher les 15,50, et si l'argent devait casser les 15,50, ce serait vraiment un signal de vente pour viser les 15 et même revenir à 14, quoi. Donc il faut vraiment faire très attention à la réaction des cours de l'argent sur le niveau des 15,50 $, car si ce niveau était cassé, c'est vraiment l'argent là, il va arriver au bord du gouffre, hein, en arrivant sur ce niveau des 15,50 $. Donc il faut être très attentif à la réaction des cours sur ce niveau. Donc voilà pour le Yucca Oil. Alors l'USD-ZAR, bonjour Tradadan, je ne le suis pas, c'est difficile de tout suivre. Alors, question de visiteur, pourrait-il y avoir une modification du message habituel de la Réserve fédérale des États-Unis le 18 mars prochain?
Écoutez, le consensus du marché a plutôt tendance à anticiper le fait que la Fed abandonne son message de patience et soit beaucoup plus offensive en évoquant une hausse des taux d'intérêt beaucoup plus proche que prévu. D'autant plus que les indicateurs économiques avancés redémarrent, notamment au sein de la zone euro. Quant à l'économie US, elle est en plein boom, avec un marché du travail qui tend vers le plein emploi. Donc, mieux vaut éviter de se mettre en face de la tendance haussière du dollar US. Sauf si un jour la Fed modifie son message. Et ce serait une vraie surprise pour le marché. Et pour le moment, ce n'est pas le cas. Alors, Chrisou, donc en ce qui concerne le CAC 40, je vous invite à ne pas vous enfermer dans un scénario de double sommet sous les 4980 points. Je vois qu'il y a beaucoup de questions en ce sens-là. Peut-on shorter le CAC? Peut-on shorter le CAC? Peut-on shorter le CAC? Méfiez-vous de la contre-tendance. Le DAX donne déjà un signal d'achat. Le MIB est en train de dépasser ses sommets de l'année 2014. Certes, le CAC 40, lui, n'a pas donné de signal de cassure de résistance, mais est sous l'influence d'une divergence haussière cachée intraday, et c'est bien repris sur les 4870 points. Donc j'aurais tendance à croire qu'au contraire, le CAC 40 pourrait dépasser la résistance. Regardez le DAX. Le DAX, bon voilà. On a désormais sur le DAX un nouveau support qui se situe ici, à 11 600 points. La Kijun H4 reprend une pente ascendante après avoir fait un range de 3 séances. Voilà, c'est haussier. C'est tout simplement haussier. Et Mich Mich nous propose donc les données de positionnement de nos clients sur le S&P 500 avec 34% d'acheteurs sur le marché action US. Voilà. Voilà, bah écoutez, j'ai répondu à toutes vos questions, donc je vous remercie d'avoir participé à ce point de marché. Je vous retrouve à 14h15, je vous rappelle 14h15 parce que Wall Street ouvre à 14h30 pour l'émission Wall Street Insider. Je reviendrai sur l'ensemble de ces actifs et plus spécifiquement sur le dollar néo-zélandais pour vous aider et vous donner mon point de vue sur les configurations graphiques en NZD avant la décision de politique monétaire qui sera prise ce soir à 21h, heure de Paris. Voilà, merci à tous et à tout à l'heure.